Alors, rebonjour ou rebonsoir. Comme prévu, toujours dans notre entretien sur le 7 lois fondamentales de l'univers, ça c'est la deuxième partie. Comme je vous ai promis, bien sûr, ici devant moi quelques bouquins que vous pouvez utiliser pour faire vos propres recherches. Je vous ai promis que je vais vous montrer le bouquin du professeur Cheikh Anta Diop. Nous avons ici, le professeur Cheikh Anta Diop a écrit L'unité culturelle de l'Afrique noire. Hein, L'unité culturelle de l'Afrique noire. Et c'est un livre très intéressant que vous pouvez vous procurer sur Amazon, par exemple, si vous tapez amazon.com et puis vous tapez voilà, professeur Cheikh Anta Diop, et puis voilà, vous allez avoir plusieurs ouvrages. Et là-dedans, bien sûr, le professeur Cheikh Anta Diop parle du patriarcat et du matriarcat, etc. Donc c'est vraiment un livre intéressant à lire qui nous parle de plusieurs points. Hein. Ici, par exemple, il parle de culte des cendres, il parle de beaucoup de choses très intéressantes hein, que vous pouvez vous-même lire et voir. Donc, il parle des Sumériens, etc. Unité culturelle de l'Afrique noire, un livre très intéressant. J'ai ici aussi un livre qui est aussi très très intéressant, c'est Le fondement économique et culturel de l'État fédéral d'Afrique noire. Le professeur Cheikh Anta Diop propose le fédéralisme africain. C'est là-dedans, il nous explique comment est-ce que le fédéralisme peut être quelque chose de très avantageux et que tout le monde puisse travailler ensemble dans la paix et dans l'harmonie. Et là-dedans, bien sûr, il fait plusieurs propositions. Hein. Pour le professeur Cheikh Anta Diop parle de la linguistique, hein, unité linguistique, dans laquelle il propose qu'on puisse avoir une langue au niveau continental et des langues africaines, bien sûr, hein, au niveau national, etc. Donc c'est un livre très intéressant. Et voilà, ici justement, il parle de faire le choix d'une langue. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je vous le rappelle. Je vais de l'autre côté. Voilà. Faire le choix d'une langue à l'échelle continentale, etc. Donc il fait beaucoup de propositions sur l'industrialisation de l'Afrique, utiliser par exemple l'énergie solaire, il parle de l'énergie hydraulique, il parle de beaucoup de choses que l'Afrique possède actuellement, parce qu'il faut savoir que nous avons des matières premières qui que les Africains eux-mêmes n'ont pas encore trouvé ils n'ont pas encore fait beaucoup de recherches pour comprendre comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces matières premières. Hein. Donc il parle de beaucoup de choses. Hein. Unité culturelle de l'Afrique noire, okay. Un livre extraordinaire. Et nous avons également ces livres. C'est un livre de environ, non pas environ, mais c'est un livre où sont les pages. Voilà, c'est un livre de 500 pages, je peux dire. 500 pages. Civilisation ou barbarie, le professeur Cheikh Anta Diop. Civilisation ou barbarie. C'est un livre extraordinaire que je vous conjure, en tout cas, cher Mbangi, de lire. Hein. C'est un livre extraordinaire où le professeur Cheikh Anta Diop règle ses comptes avec beaucoup de scientifiques qui ont beaucoup triché. Hein. Par exemple, ils ont créé des crânes artificiels pour prouver que voilà que le berceau de l'humanité ne se trouvait pas en Afrique et qu'ils ont voilà donc voilà des crânes qui ont été hein, des crânes qui ont été fabriqués de toutes pièces. Ça veut dire que quand vous regardez la mâchoire et le nez, hein, le nez ça appartient à quelqu'un d'autre et la mâchoire appartient à quelqu'un d'autre. C'est dans ces livres-là que le professeur Cheikh Anta Diop, je veux dire, règle ses comptes avec l'historiographie occidentale, hein, qui continue jusqu'à aujourd'hui à falsifier les choses, à falsifier l'histoire de l'humanité, qui sont des mensonges honteux. Voilà. Et donc ici dedans, bon, le professeur Cheikh Anta Diop parle de la paléontologie humaine, il parle de l'origine de l'homme, il parle de beaucoup de choses. Il entre même dans les détails, il se pose des questions. Ici, c'est très intéressant. Existe-t-il une philosophie africaine Est-ce que vous voyez Voilà. Existe-t-il une philosophie africaine Apport de l'Égypte à la pensée philosophique mondiale. Très intéressant. C'est là-dedans que vous allez voir que tous les Platons, tous ces gens qu'on appelle le père de la philosophie, Aristote, machin, tous ces gens-là, sont passés en Égypte pour étudier.
Et il y a des passages extrêmement intéressants sur la mort. Hein. Par exemple, ici, il nous parle du paradis et de l'enfer. Je vais vous lire pour que vous compreniez. Le paradis et de l'enfer, c'est un concept africain. Hein, c'est un concept africain. Mais ayez à l'esprit que c'est un... dans les traditions profondes, on explique ça en détail. C'est-à-dire que ici, c'est pour vous montrer qu'il existe justement, ce concept existait depuis des millénaires avant la chrétienté. Voilà ce que le professeur Cheikh Anta Diop dit, ici dans Civilisation Barbarique, page 416. Sans doute l'histoire et les réalisations de chaque peuple sont intimement liées à la façon dont celui-ci résout le problème de la mort, à la philosophie qu'il adopte devant le destin de l'homme. La religion d'Osiris est la première en date dans l'histoire de l'humanité à inventer la notion du paradis et de l'enfer. 2000 ans avant Moïse et 3000 ans avant le Christ, Osiris, personnification du bien, précédait déjà le tribunal de la mort dans l'au-delà. Coiffé du Atef, si le mort a satisfait durant sa vie terrestre aux différents critères moraux qu'il serait trop long de citer ici, il gagne la roure, un jardin protégé par un mur en fer avec plusieurs portes et traversé par un fleuve. Ces champs est cultivé par les mânes bienheureux qui s'y promènent. Le chemin qui mène sont mystérieux. Le mort doit traverser un pont suspendu dans le vide et constitué par un serpent hideux qui surplombe le gouffre de l'enfer. Le mort justifié devient un Osiris immortel et vit désormais parmi les dieux pour l'éternité. On pense que le chant Arour, le paradis égyptien, a servi de modèle pour le chant des chants d'Élysée, d'Homère, contemporain des Pianki, le pharaon Pianki et le pharaon Shabaka, et qui aurait visité l'Égypte d'après les traditions grecques même. Le paradis est aussi appelé le pays de la vérité de la parole, ou l'Amenti, c'est-à-dire le royaume d'Osiris. Ce monde souterrain est aussi celui où Ra, le principe du bien, livre chaque nuit un combat acharné au serpent Apophis, le principe du mal, le démon pour ainsi dire, qui est presque aussi puissant que lui et les sérins. Donc, voilà comment on voit dans la tombe. Ici, hein, vous voyez, c'est ça. Voilà. Alors ici, nous sommes l'enfer de la religion égyptienne représenté dans le tombeau de Pharaon Séti Ier et le Pharaon Ramsès II. Donc nous sommes dans la tombe ici. Et donc, le Pharaon montre, voilà exactement, donc il parle de beaucoup de choses. C'est un livre extraordinaire. Et bon, pour accompagner ces livres, j'ai encore un qui est aussi intéressant. Attendez, je vais le prendre aussi rapidement, si vous me le permettez. Attendez. Voilà, c'est ces livres-là. Voilà. Ces livres ici, je n'ai pas encore commencé à le lire, mais ça complète en quelque sorte ce que le professeur Cheikh Anta Diop a écrit. Ça s'appelle le livre de mort des anciens Égyptiens. Ça a été écrit par Grégoire Kolpatchki. Je crois que c'est un russe qui a écrit ça, si je ne me trompe pas. C'est un docteur en philosophie, ancien élève de l'école pratique des hautes écoles section égyptologie à la Sorbonne. Vous voyez ? Donc il sort de la même école que le professeur Cheikh Anta Diop. Il est diplômé de l'École nationale de langue orientale. Grégoire Kolpatchki a remarquablement traduit et commenté les livres de mort des anciens Égyptiens à partir des textes hiéroglyphiques. Cette version du livre de mort est considérée comme le meilleur à ces jours. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir aussi que les hiéroglyphes ont été déchiffrés par un monsieur, il s'appelle c'est un Français, il s'appelle Jean-François Champollion, c'est lui qui a déchiffré les hiéroglyphes, et du coup, à partir de ces jours-là, ils ont commencé à comprendre un peu, ils ont commencé à comprendre un peu les choses, et c'est à partir de là qu'ils ont vu même que tout a commencé en Afrique, quoi. Et donc la falsification de l'histoire de l'Afrique a commencé, après le déchiffrement, parce qu'ils ont compris, et c'est justement ces mélanodermes-là qui nous ont tout donné. Hein, de Platon, Aristote, Pythagore, etc., tout en Égypte. Alors, ça c'est un livre très intéressant aussi.
J'ai ici aussi le livre du professeur Cheikh Anta Diop, j'ai L'Afrique noire précoloniale. Ah, ça c'est un chef-d'œuvre. Ça c'est un livre extraordinaire. Ici, le professeur Cheikh Anta Diop nous explique beaucoup de choses, hein, et il nous parle de plusieurs choses qui est extraordinairement intéressant à prendre en considération. Nous avons ici le, de l'organisation politique, de l'organisation politique en Afrique noire. Nous avons l'organisation étatique, l'organisation économique, la structure idéologique, l'islam et en Afrique noire, le niveau intellectuel et enseignement en Afrique. Donc là-dedans, le professeur Cheikh Anta Diop nous explique beaucoup de choses qu'on connaît à l'époque où l'Afrique avait perdu son indépendance, hein, quand les Ntines ou les pharaons sont rentrés vers le sud, ils sont partis créer une grande civilisation qu'on appelle la civilisation. Il y a plusieurs civilisations, on l'a vu par après Essémé. Et donc nous avons ici aussi le livre du professeur Cheikh Anta Diop, c'est Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Il y a un livre que je manque, c'est Nation Nègre Culture. Je l'ai prêté à un ami belge, hein, un ami belge, hein, c'est-à-dire le Coderme, qui s'intéresse à ça. Vous comprenez? Donc il m'a dit, bon, Moutabonza, est-ce que tu peux me prêter le livre? J'aimerais bien un peu comprendre l'histoire de l'Afrique et tout ça. J'ai dit, oh, mon frère, il n'y a pas de souci, prends le livre. Et il a pris, il est parti le lire. Donc ici, dans ces livres, je vais vous lire juste un petit passage. Tout indique à l'origine, à la préhistoire, au paléolithique supérieur, le nègre, le professeur Cheikh Anta Diop utilisait trop ce terme nègre, mais bon, c'était pour savoir vraiment à qui on avait affaire. Hein. Voilà. Et donc, tout indique qu'à l'origine, à la préhistoire et au paléolithique supérieur, le nègre furent prédominants. Ils les sont restés au temps historique pendant des millénaires sous le plan de la civilisation, de la suprématie technique et militaire. Tout esprit qui n'est plus capable de recevoir cette idée, même si elle est objectivement démontrée, ne peut présentement rien apporter de durable à la science historique. Toute conscience qui est devenue par principe inapte à assimiler et à rétrograder, quelle que soit l'idée qu'elle s'est faite d'elle-même, et son aptitude à contribuer au progrès réel de la conscience morale de l'humanité pourrait être fort limitée. La science historique elle-même ne fournira sur les passés toute la lumière qu'on peut attendre d'elle qu'à partir du moment où elle intégrera dans ses synthèses la composante nègre de l'humanité dans une proportion à rapport avec le rôle que celle-ci vraiment jouait dans l'histoire. Certains esprits généreux croient que la solution consiste à reconnaître l'emblée l'égalité intellectuelle aux Noirs et à expliquer leur retard par des détriments géographiques. Donc, c'est un livre très intéressant. Hein. Voilà. Ici, dedans, bon, le professeur Cheikh Anta Diop, il parle beaucoup de choses aussi. Voilà, j'ai lu ça, il parle de l'apport de l'Égypte à la civilisation, il y a plusieurs chapitres, hein, la culture égyptienne pharaonique, il parle des langues surtout, hein, il a mis beaucoup l'accent sur les langues. Ici, il a présenté le schéma principal des dosages de la mélanine par le fluorescent, donc je vous explique comment on le fait. Lui-même, il a fait ça en laboratoire. Okay. On sait pas n'importe qui. Ça, c'est pour ça Cheikh Anta Diop. Alors, pour terminer, j'ai aussi un livre intéressant qui peut vous intéresser, c'est celle-là. Je vous ai parlé de la civilisation des mélanodermes partout dans le monde entier. C'est sûr. 100 000 ans de présence africaine en Asie. On va me dire, mais oh, comment 100 000 ans. Oui, oui. Vous voyez la tête là? Vous voyez la tête? Là et là. 100 000 ans de présence africaine en Asie. Écrit par le professeur Unoko Rachidi, c'est lui, là derrière, un grand monsieur qui a beaucoup voyagé, qui s'est basé aussi beaucoup sur les thèses et les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, qui cite ici dans son livre. Et donc ici, mes chers amis, lisez, hein, il faut lire. Ici, il parle de beaucoup de choses, hein, il parle de Sumériens aux anges. Il faut savoir que les Sumériens étaient des mélanodermes. Il faut que les choses soient claires. Avant, les Sumériens, Métis et les Codermes, s'il y avait avant les Sumériens,
c'est-à-dire les Sumériens sont des mélanodermes. Il parle des Sumériens aux anges, je ne sais pas si vous connaissez les anges, Z-A-N-J, vous pouvez faire vos recherches. Les Africains en Irak antique, la présence africaine dans les civilisations asiatiques antiques, gros plan sur Sumer, Elam et Inde, les têtes noires des Sumères, la biographie, l'Asie occidentale, ses civilisations classiques et la présence africaine. Il parle de beaucoup de choses. C'est extraordinaire ces bouquins, divisés en plusieurs parties, des noirs. Et par exemple, il parle ici dans la quatrième partie des noirs de courte stature en Asie, la présence africaine documentée, etc., etc. Voilà, mes chers amis, comme je vous avais promis que je veux vous présenter les livres de professeur Cheikh Anta Diop. C'est lui qui veut se procurer ces bouquins. Vous pouvez aller chez Amazon et le commander. Et puis, bon, dès que vous commandez ça, on vous livre et puis vous commencez à faire vos propres recherches et à lire. Hein, c'est très important. Alors, donc, comme prévu, nous rentrons maintenant dans notre émission sur le 7 lois fondamentales du Nza, dont nous sommes toujours là-dedans. Nous sommes maintenant à la première partie, préliminaire. Chers amis, selon une des anciennes traditions issues de l'école philosophique de l'ancienne Égypte, enseignée par le grand maître qu'on appelle Nkaka Ntutsi, en Kikongo, Kaka Djehouti, ou Thoth Hermès Trismégiste dans le monde occidental, il existe 7 lois qui sont souvent aussi appelées le 7 principes fondamentaux hermétiques actuellement. Et ces 5 principes fondamentaux hermétiques, je vais les citer. Nous avons le principe du mentalisme, le principe de la correspondance, nous avons le principe de la vibration, le principe de la polarité, le principe du rythme. Et ces principes sont très intéressants parce qu'elles nous expliquent beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça tout au courant de notre conférence. Ces 7 lois ou principes ont été enseignés tout au long de l'histoire dans les traditions profondes africaines. Et nos ancêtres les connaissaient déjà depuis très longtemps. Et ils les ont légués à leurs enfants, c'est-à-dire les anciens Égyptiens, qui les ont légués aussi aux civilisations qui sont venues par après, les Grecs, les Romains, les Européens, tous ont puisé leur connaissance là-bas. Et donc ces 7 principes ont été enseignés tout au long de l'histoire des Katiopa, dans la tradition profonde, aussi dans les traditions du dompteur de léopard au Congo, donc pas au Congo, au royaume Congo, et également dans les traditions profondes de l'Afrique, hein, bien sûr, d'où la civilisation égyptienne a pris naissance. L'univers est régi par des lois, mes amis. Il y a des lois universelles qu'on nous enseigne peut-être pas à l'école. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler de ça. L'univers est régi par des lois, et ces lois, ce sont ces lois que nos ancêtres les plus lointains ont pu canaliser, étudier et mis en place dans leur société et dans leur vie quotidienne, bien sûr, afin d'évoluer d'une manière harmonique avec le Nza, avec l'univers. Donc à chaque fois que vous m'entendrez dire Nza, Nza c'est un mot kikongo pour désigner l'univers, le cosmos. Et donc ils ont utilisé ça, ils ont mis ça en pratique dans leur vie quotidienne et ça les permettait de vivre en harmonie avec le Nza et avec tous les êtres qui y vivent. Sur base des connaissances des structures de l'univers, nos ancêtres sont arrivés à la conclusion que le Nza n'est rien d'autre qu'une masse gigantesque d'énergie qui cache des vibrations sonores très sophistiquées et que ces masses gigantesques est par la suite projetées holographiquement dans chaque structure miniature de chaque matière connue et inconnue. Je vous ai dit là tout à l'heure que nous sommes que des représentations en structure fractale de l'univers. J'ai pris l'exemple d'un arbre. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'une feuille contient l'information de tout l'arbre. Parce que quand on regarde un arbre, on voit l'arbre en entier. Vous voyez? L'arbre est composé des bourgeons, etc. C'est l'arbre. Et la feuille fait partie de l'arbre et contient les informations de l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une feuille qui est au sommet et celui qui est tout en bas, ils font tous partie de cet arbre-là et reçoivent de l'énergie de la racine.
Et ce que nous voyons, la feuille est une projection de l'information du noyau de l'arbre. Voilà pourquoi nos ancêtres, comme je l'ai dit ici, je vais le répéter, sur base de ces connaissances, hein, des structures de l'univers, nos ancêtres sont arrivés à la conclusion que le Nza n'est rien d'autre qu'une masse gigantesque d'énergie qui cache des vibrations sonores très sophistiquées et que ces masses gigantesques est par la suite projetée holographiquement dans chaque structure miniature de chaque matière connue et inconnue. Ce n'est qu'en mettant en pratique les lois du Nza que nos ancêtres ont justement développé des technologies extrêmement avancées qu'aujourd'hui qu'on nous cache. Il y a beaucoup de technologies qu'on nous cache, comme par exemple l'antigravité, l'énergie libre, beaucoup de choses. Donc ce n'est qu'en mettant en pratique toutes ces connaissances, ces lois que je veux vous donner aujourd'hui, que nos ancêtres ont justement pu développer des technologies extrêmement avancées et que nous n'arrivons pas à cerner de nos jours, bien sûr. Le monde, tout ça veut dire l'être humain, c'est justement déconnecté de ces lois. Voilà la raison pour laquelle il n'arrive pas à se reconstruire et bâtir des civilisations, ou une civilisation, qui peuvent égaler à celle que nos ancêtres ont bâtie il y a des centaines de milliers d'années avant notre ère. Il faut savoir, chers amis, que nos ancêtres étaient très 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 avancés que nous. L'être humain a été créé avec des capacités de créateur, mes amis. Ce qui fait de lui un monde tout créateur. Vous comprenez? Cependant, il est important de comprendre que l'être humain ne peut pas créer quelque chose de durable et de profitable à tous, à tout le monde, sans intégrer dans sa création le respect des lois fondamentales de l'univers. Parmi ces lois, nous allons étudier 7. La première loi, la loi numéro 1, c'est la loi ou le principe du mentalisme. Rappelez-vous, la tradition des Kemet, de l'Égypte pharaonique, de l'époque pharaonique, nous apprend que le tout est esprit et l'univers est mental. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous allez me dire, mais comment est-ce que l'univers peut être mental? Je vous explique. Cette loi nous apprend quelque chose de très profond que beaucoup daignent de nos jours ignorer. La loi nous dit que le tout est esprit. Cela veut dire que tout ce que nous voyons de nos yeux, avec nos yeux, tout ce que le monde tout peut capter avec ses 5 sens, vous connaissez les 5 sens de l'être humain, nous avons la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., etc. Donc tout ce que le monde tout peut capter avec ses 5 sens est esprit. L'esprit ici nous renvoie à la conscience unique, pure et primordiale. Contrairement à la pensée occidentale qui nous dit que seuls les êtres dotés d'une âme possèdent de l'esprit. L'âme, selon la pensée occidentale, nous renvoie à anima, c'est-à-dire tout ce qui est doté d'un souffle de vie, c'est-à-dire tout ce qui respire, selon les occidentaux. Donc les animaux, les oiseaux, les humains possèdent une âme et donc un esprit, mais par contre, les pierres, les métaux, les arbres, malgré que les arbres aussi respirent, ne possèdent pas d'âme. Ça, c'est la tradition occidentale moderne qui nous enseigne ça. Or, la tradition congo-africaine de Katiopa, de la période pharaonique, nous dit contrairement à la pensée occidentale, que le tout, c'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde visible et invisible, bon, j'aime pas dire monde, parce que monde renvoie, l'anagramme de monde, c'est démon. On va utiliser un autre mot, un autre terme, pour vraiment être dans notre contexte. Nous allons utiliser le mot réalité. Donc, c'est-à-dire tout ce qui existe dans les réalités visibles et invisibles est esprit et est une âme, et Cela veut dire que tout ce que nous possédons
tout ce que nous ne possédons pas, pardon, cela veut dire que nous ne possédons pas une âme. Il faut faire attention. Nous sommes des âmes. Donc, le Muntu que vous voyez devant vous n'a pas une âme, mais est une âme dans la tradition Congo. Dans la tradition Congo, toute chose est une âme. Les animaux, par exemple, ont une âme collective. Et le Muntu a une âme personnelle, ce qui fait la différence entre les deux. Nous sommes des âmes et des esprits projetés dans notre réalité dimensionnelle. Nous sommes des âmes projetées. Nous sommes nous-mêmes dans le corps que nous avons nous-mêmes choisi. Par contre, nous possédons un corps physique. C'est différent. Le tout renvoie à la totalité de ce qui est dans le monde visible et invisible. Ce qui veut dire que tout ce que nous voyons, le téléphone portable, tout ce que nous touchons, est sacré. Parce que puise ses sources dans la conscience unique, pure et primordiale. La divinité suprême, que les religions appellent Dieu, les musulmans appellent Allah, peu importe. La tradition Congo nous enseigne que tout est esprit. La tradition de l'Égypte pharaonique, bien sûr. Bon, il faut savoir que la tradition des dompteurs de léopards est plus ancienne que la tradition de l'Égypte pharaonique. Parce que l'Égypte pharaonique a puisé des connaissances dans cette tradition. Bref. Cette tradition nous enseigne également que l'univers est mental. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette loi extraordinaire nous renvoie à la compréhension profonde et philosophique du fonctionnement mental de l'univers et même de son origine, multidimensionnelle bien sûr. Si le tout est esprit, ou disons conscience unique, alors l'univers est une manifestation mentale de la conscience unique, de l'esprit. L'univers est une manifestation mentale de la conscience. Une sorte de projection de la pensée issue du mental du tout. Si nous sommes des projections de la source divine, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons devant nous n'est que la création de notre mental. C'est notre mental qui crée les formes. Parce que je vous ai dit que tout ce que nous percevons ne sont que des énergies en vibration. Et quand nous allons capter ces énergies, nous allons créer la forme à cette énergie. Parce que chaque chose qui a été fabriquée par l'homme, le livre, a d'abord été pensé. Et ça, c'est une projection du mental du professeur Cheikh Anta Diop, du projection des mental avec son intellect, l'intellect. Donc je touche la pensée du professeur Cheikh Anta Diop. Voilà ce que ça veut dire. L'univers est une projection du mental du tout. Si le tout infini est esprit, ou disons conscience unique, je répète, alors l'univers est une manifestation mentale de la conscience, de l'esprit, une sorte de projection de la pensée, une sorte de projection de la pensée du Muntu. N'oubliez pas que le Muntu est un créateur et il crée par ses pensées. Ça, c'était le premier. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver, sur Facebook par exemple. La loi numéro 2, est la loi ou le principe de la correspondance. Le principe de la correspondance, beaucoup le connaissent, c'est un principe extraordinaire qui dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Ça, c'est Nkaka Djerouti qui nous apprend ça. Cette loi fondamentale de l'univers s'applique à tout ce qui existe dans l'univers. Chaque manifestation, que ce soit de la matière que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, ne sont que des répétitions fractales du tout.
le principe fractal. Tapez sur Google le principe fractal et vous allez voir. Il y a des scientifiques qui ont fait des travaux là-dessus. Je crois que c'est Benoît Mandelbaum, si je ne me trompe pas. Ces principes nous renvoient au modèle holographique de l'univers. Hein? Le principe holographique nous apprend que chaque point de l'univers se trouve représenté dans chaque autre point malgré la distance qui les sépare les uns et les autres. La physique quantique a démontré que le double d'un atome se comporte à des milliards de kilomètres exactement comme l'atome qui se trouve par exemple ici sur Terre. Si, par exemple, moi comme je suis là, imaginons que j'ai un double. Mes atomes se comportent exactement de la même manière que l'atome de mon double. Malgré que mon double, bien sûr, il est plus évolué que moi. Mais bon, ça, c'est quelque chose d'autre. Mais tout ce que je vais vous faire comprendre est que le principe fractal explique beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ont été aujourd'hui cachées et qui sont inexpliquées retrouvent leurs explications cohérentes dans le principe fractal du tout, dans le principe fractal holographique de l'univers. Donc un atome se comporte de la même manière. Les physiciens ont trouvé ça, et les scientifiques. Donc ces principes renvoient, je répète, nous renvoient au modèle holographique de l'univers. Le principe holographique nous apprend que chaque point supposé de l'univers se trouve représenté dans chaque autre point, malgré la distance qui les sépare les unes et les autres. Sur l'ensemble des représentations holographiques, chaque point de cette représentation contient l'image de l'ensemble. Je vous donne un exemple. J'ai ici devant moi un verre d'eau, un verre de jus. Ce verre ici, chers amis, je l'ai puisé dans un grand verre. Ce verre, le jus qui est dedans, contient les mêmes informations que ce qui se trouve dans la boîte, dans la bouteille. Si vous prenez ce verre, vous partez dans l'océan, peu importe, vous puisez l'eau de l'océan, vous l'amenez chez vous. Quand vous allez faire les investigations, vous allez trouver que cette eau contient les mêmes informations que l'océan. C'est ça qu'on appelle le principe holographique, le principe fractal. Ce qui veut dire que si je prends un cheveu de Bonza, je vais faire des recherches là-dessus. Je vais trouver toutes les informations de mon corps entier. Et même mon comportement psychique se trouve là-dedans, dans cette petite chevelure que vous voyez là. Vous voyez? Et aujourd'hui, le monde de la justice utilise ces techniques pour comprendre, par exemple, comme je suis ici, j'ai mes empreintes partout, on sait déjà qui était ici. Et donc, l'être humain laisse des empreintes partout parce que ces empreintes-là, c'est lui-même, en quelque sorte. Vous savez qu'actuellement, les Occidentaux sont en train de... Ils l'ont déjà fait, hein. C'est-à-dire qu'ils ont cloné. Ils ont cloné des animaux et maintenant ils commencent à cloner des humains. Mais comment on clone l'être humain? C'est juste par l'information de l'être humain même. Donc si on prend une de vos cellules, on peut créer une personne identique à vous. Bon. Identique, avec toutes les informations. Donc ce qui veut dire que nous sommes des représentations fractales de l'univers. Et si c'est le cas, vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Au niveau macrocosme, au niveau de la grandeur du Nza, nous sommes le Nza dans un point spécifique de l'univers, c'est-à-dire dans notre Voie lactée, quelque part autour d'un soleil. Et nous avons en nous les informations de tout l'univers. Et ce principe est très important. Et ça s'applique à chaque être vivant. Vous voyez que ça ne sert à rien de détester votre frère, parce que vous vous détestez vous-même. Ça ne sert à rien de détester votre soeur, parce que vous détestez vous-même.
Ça ne sert à rien de frapper votre sœur, parce que vous frappez vous-même, vous faites vous-même du mal. C'est très important. Donc, cela veut dire que l'univers, que tout l'univers est un. UN. Ou bien chiffre 1. Car tout ce qui se trouve possède les mêmes informations holographiques. Si vous brisez par exemple, je vous donne un exemple, si vous brisez par exemple une représentation holographique, par exemple un miroir, en plusieurs morceaux, vous les brisez en plusieurs morceaux, chaque morceau brisé continuera à vous restituer l'image de la globalité du miroir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous sommes, nous tous, dans un corps d'un être. Et cet être-là, c'est le un, c'est le tout. C'est ce que les autres appellent Dieu. Et nous travaillons dans Dieu. Nous sommes Dieu. D'une manière holographique. Voilà comment est constitué notre univers, chers amis. C'est comme ça qu'est constitué notre univers. Commençons par là pour comprendre que nous sommes tous un. Comme l'arbre est une représentation holographique de l'information qui se trouve sous terre. Nous sommes des représentations multifractales d'une ZA. Chaque être humain possède les mêmes informations que la planète Terre, les étoiles, les galaxies, etc. Et nous sommes sur la planète, dans un système, et nous faisons partie d'une constellation. Et cette constellation est une famille. Et c'est un être vivant. Et c'est comme ça que nous partons de hiérarchie en hiérarchie. Parce que là, on a affaire à des consciences extrêmement supérieures que la nôtre. N'oubliez pas que la Terre est un être vivant. N'oubliez pas que les planètes sont des êtres vivants. N'oubliez pas que les étoiles sont des êtres vivants. Ça veut dire que le Soleil est un être vivant qui est dans une fréquence supérieure. N'oubliez pas que les constellations sont des êtres vivants, etc. Il existe cependant, et les galaxies bien sûr, et nous sommes tous dans un univers rempli de milliards et des milliards de galaxies. Et la physique quantique a prouvé que nous sommes dans un boule, dedans, c'est comme un boule comme ça, une boule, remplie de milliards de galaxies, et il existe encore plusieurs boules. Bon, bref. Il existe cependant plusieurs dimensions, chers amis, ou plans que l'être humain n'arrive pas à capter avec ses 5 sens. Mais quand on applique le principe de la correspondance de Djibouti, nous devenons capables de comprendre en quelque sorte la nature de ces plans qui nous aurait été possible de le faire autrement. Le principe de la correspondance s'applique c'est-à-dire partout dans l'univers, connu et inconnu. Et c'est là, sur le plan divers, sur plusieurs plans, que ce soit matériel, immatériel, mental ou spirituel. Ce principe est une loi universelle que nos ancêtres ont pu maîtriser dans leur temps, et c'est sur base de cette maîtrise, de cette loi, et la maîtrise du corps holographique, corps physique holographique, que nos ancêtres ont été capables de faire des voyages, par exemple, interdimensionnels, des voyages interstellaires. Et c'est aussi par ces principes que nous savons que sur Katiopa, il y a plusieurs technologies qui existent. La téléportation, etc. Bref. Le principe numéro 3. J'espère que vous avez quand même compris sur la loi ou le principe de la correspondance. Le principe numéro 3, oui, c'est le principe de vibration. Ah, ça c'est très intéressant. La vibration. Et c'est ce qui est la cause de l'effondrement même des civilisations africaines, les vibrations. Cette loi, ou principe, nous enseigne que tout est vibration, tout bouge et remue, tout est en mouvement. Ce verre ici qui a l'air mobile, eh bien non, ce verre vibre. Si vous avez la capacité qu'on appelle la clair-sentie, hein, vous pouvez sentir la vibration de ce verre.
Parce que c'est de la matière, ce sont des atomes. Ce sont des atomes qui sont en mouvement. Ça vous est jamais arrivé de toucher quelque chose et sentir l'électricité? Vous touchez votre ordinateur, vous sentez que vous vous électrocutez. Pourquoi? Parce que l'électricité, c'est la vibration de la matière qui crée un champ magnétique. Et c'est ce qu'on appelle, et ces champs magnétiques vont créer le courant. C'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Et comme le corps physique est aussi en vibration, quand vous touchez quelque chose qui est aussi en vibration, vous risquez de sentir de l'électricité. Parce que votre corps aussi a un champ d'énergie, qui vibre à une fréquence spécifique, qui crée de l'électricité. Et cette énergie est inépuisable et elle existe partout en abondance. Mais malheureusement, les humains achètent de l'énergie. Ils vont travailler pour acheter de l'énergie. Voilà un peu l'absurdité de la conscience humaine actuelle. Nous achetons de l'eau. L'eau. Oui. Comment est-ce possible que nous pouvons acheter de l'eau tandis que nous avons des océans? Nous avons des sources d'eau sur la planète. Des milliards des litres d'eau existent sur cette planète. Ils ont trouvé même de l'eau en dessous de la Terre, tout un océan. L'eau pure, propre. Mais nous achetons chez Spa. Parce que Spa nous dit que oui, il est en train de purifier l'eau. Comment est-ce que nos ancêtres faisaient avant? Vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que nos ancêtres faisaient pour purifier de l'eau? Eh bien, ce sont des connaissances perdues. Nous achetons de l'eau. C'est absurde. Et nous achetons l'énergie, on achète à manger, c'est quand même pas possible. Normalement, la manger ne doit même pas être vendue. Ça doit être gratuit partout. Moi, je propose, si c'est possible, dans les générations futures, que le système de travail soit revu. C'est-à-dire que nous travaillons, que nous allons travailler, disons par exemple, tous les humains de la planète travaillent pour le bien-être de tous les humains. Je m'exprime. Dans chaque foyer, nous avons une famille. Et si nous étions un peu plus évolués, nous pourrions créer un système où, disons, chaque foyer travaille une fois par semaine. Donc une personne va au boulot une fois par semaine et son travail à lui, c'est de créer de manière à ce que les autres puissent consommer. C'est-à-dire, par exemple, je vais dans un champ, je vais cueillir le fruit, en respectant bien sûr la nature, en respectant l'arbre. Je vais cueillir ces fruits pour que les autres puissent le cultiver. Pas pour le vendre comme me donne l'argent, non. Et quand ça va être mon tour d'aller travailler, je vais travailler pour que les autres puissent consommer ça. Et moi, quand ça ne sera pas mon tour, je reste à la maison. Je vais juste aller chercher la nourriture là où je dois aller les chercher parce que quelqu'un d'autre aussi avait utilisé ce que j'avais produit. Donc un système d'abondance pour tout le monde. Donc de l'eau, par exemple, ne peut plus être achetée parce que nous allons trouver une technique pour purifier l'eau de manière à ce que tout le monde puisse aller puiser dans cette source-là. Et si c'est mon travail ces jours-là, je sais que je vais travailler dans une source, quelque part là où il y a de l'eau, et mon travail à moi, c'est purifier de l'eau de manière à ce que quelqu'un d'autre puisse venir puiser pour boire. Et quand j'aurai terminé mon travail, je rentre chez moi, et les autres vont venir travailler. Moi aussi, je vais aller prendre de l'eau, parce que j'ai fait ça. Donc ça va être un travail collectif pour tout le monde, pour le bien-être de l'humanité tout entière. Si on était un peu plus évolué. On ne pourra pas acheter des trucs comme ça, de l'eau. L'énergie est en abondance. On ne peut pas terminer l'eau. Les multinationales qui sont en train de vendre l'eau, ils commettent un crime. Ils commettent un crime. Ils commettent des crimes contre la nature en utilisant du pétrole pour les bouteilles d'eau en plastique, etc. Et bien nous buvons. Nous buvons du poison en quelque sorte. Mais bon, revenons à ce que je disais. Très souvent, donc je disais que le principe des vibrations, donc tout est vibration, tout bouge et tout remue. Cette loi nous apprend que rien n'est à l'état de repos. Je vous ai dit, c'est vert n'est pas à l'état de repos.
Tout ce qui existe dans l'univers, c'est-à-dire dans l'univers, bouge et en mouvement perpétuel. Très souvent, chers amis, nous avons l'illusion de penser qu'une tasse de café ne bouge pas. Mais en réalité, cette tasse bouge extrêmement vite, à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Et tellement qu'elle est en mouvement, ça nous donne l'illusion de la solidité aussi en même temps. Hein, parce que, bon, imaginons que nous avons un atome. L'atome, il y a les noyaux, les électrons. Les électrons bougent tellement rapide, et tellement qu'elle bouge, elle va vous donner l'illusion de la stabilité, qu'elle est stable. Mon corps physique, tellement qu'elle est en mouvement perpétuel, elle est en mouvement extrêmement rapide, eh ben, ça vous donne l'illusion que je suis dense d'abord premièrement, parce que c'est que je touche quand je fais ça, j'ai l'illusion de toucher quelque chose, or je ne touche que des électrons en mouvement. Et quand, tellement qu'elles sont rapides, elles donnent l'illusion de la stabilité de la chose, en fait. Vous voyez? Elle donne cette illusion. Et le corps physique n'est pas dense. Hein. Attention. Hein. Le corps physique n'est pas dense. Nous avons l'illusion de sa densité parce que ce sont les électrons qui tournent et ça crée une couche au-dessus. Nous, on a l'illusion de toucher une couche. Parce que tellement elle vibre rapidement, elle donne l'illusion de la stabilité de la chose. Vous voyez? Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Flash. Flash, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui se déplace même presque à la vitesse de la lumière. Bon, j'exagère un peu, mais il se déplace extrêmement vite. Et j'ai vu un film là où il était en train de tourner autour de quelque chose, et tellement qu'il tournait rapidement, et nous avons vu autour, c'est-à-dire qu'il crée une sorte d'illusion, qu'il crée une sorte de matière, et ça nous donne l'impression que c'est dense. Donc si quelqu'un qui tourne aussi rapidement comme lui vient le toucher là, eh ben, il aura l'illusion de la densité, parce que tellement la vitesse est élevée. Donc très souvent nous avons l'illusion, bien sûr, de penser qu'une tasse de café ne bouge pas, mais en réalité cette tasse bouge extrêmement vite et à une vitesse plus rapide que celle de la lumière, qu'elle nous donne l'impression d'être en repos. Cette loi nous informe, nous enseigne beaucoup de choses, nous renvoie également à la connaissance physique de la matière, qui nous dit que tout est énergie, et cette énergie est composée des particules atomiques et subatomiques. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure que les Occidentaux essaient de trouver la particule la plus petite de la matière. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé les bosons des Higgs. Bosons des Higgs, tapez sur Internet, vous allez voir c'est quoi. Les bosons des Higgs nous montrent que l'atome peut être partout au même moment. Et il se dit, mais comment est-ce possible? Il est là, il est là, il est là, il est de l'autre côté. Tellement que c'est rapide, quoi. Et ça donne l'illusion qu'il est, comme je vous ai dit, stable. La matière que nous percevons, chers amis, hein, n'est qu'une masse des atomes en mouvement. Masse des atomes en mouvement. L'illusion de la solidité de la matière est du fait qu'elle contient des milliards et des milliards d'électrons gravitant autour d'un noyau, je vous ai dit. Ces électrons gravitent tellement rapide autour de leur noyau central que cela nous donne l'impression de voir l'objet solide. Si vous aviez des yeux extrêmement évolués, vous allez voir un être humain en train de briller. Parce que la matière brille. Et nous percevons, nous, malheureusement, avec nos yeux, la matière à travers la lumière. Parce que s'il n'y avait pas de lumière ici, je ne pense pas que vous allez me voir. Il faut qu'il y ait de la lumière, que ça frappe sur la matière et que les humains voient à travers la lumière, malheureusement. Vous voyez? Et donc c'est très intéressant de comprendre que chaque chose gravite, la matière est faite d'énergie, des électrons qui gravitent autour de son noyau central. Ces électrons gravitent tellement rapide, ça donne l'illusion de la solidité. Le principe du mouvement, chers amis, devient, dans ces perspectives, cohérent.
hein, dans la mesure où nous savons que la matière n'est qu'une masse des atomes condensés en mouvement. La matière, le corps physique, c'est une masse des atomes condensés à un endroit, mais en mouvement perpétuel, qui se déplace, qui se déplace tellement vite, plus vite que la lumière, la vitesse de la lumière. On nous a dit qu'il n'y a rien qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière, mais je pense que c'est faux, pas. Je pense vraiment que c'est faux. Parce que je vous donne un exemple. La pensée se déplace plus vite que la lumière, il faut le savoir. Oui, la pensée est instantanément partout. La pensée est instantanément partout. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez la capacité de vous déplacer à la vitesse de la pensée. Et que vous déplacez d'ici jusque dans la galaxie ou bien dans la planète voisine et que vous vous retrouvez là directement. Sachez une chose, que chaque mouvement crée de la lumière. Chaque mouvement que je fais crée de la lumière. Et cette lumière ne disparaît pas. Elle reste dans le champ de la Terre, dans le champ morphogénétique de la Terre. Ce qui veut dire que les choses qui se sont passées il y a des milliards d'années existent toujours. Je m'exprime. Quand nous regardons, par exemple, une étoile qui est à des millions d'années-lumière, pour dire par exemple, qui est, disons par exemple, à 100 000 années-lumière, cette étoile-là, nous la voyons pas directement comme ça. C'est-à-dire que nous voyons l'étoile, nous voyons la lumière que l'étoile a produit il y a peut-être 1 milliard d'années. Ce qui veut dire, Champangui, que cette étoile peut aussi ne plus exister actuellement, mais nous la voyons encore. C'est-à-dire que nous voyons l'image de quelque chose qui a existé il y a des milliards d'années. Est-ce que vous me comprenez un peu? Nous voyons un astre en train de briller, mais peut-être qu'elle a explosé en supernova. Je ne sais pas si vous connaissez les supernovas, ce sont les explosions des étoiles qu'on appelle les supernovas, qui créent des amas de poussières galactiques, etc., qui vont créer encore d'autres matières, etc., etc. Et donc, du coup, vous voyez la lumière de quelque chose qui s'est passé il y a des milliards d'années. Ce qui veut dire que si vous avez la possibilité de vous déplacer à la vitesse de la pensée et de vous placer dans une planète lointaine, vous aurez l'image de la Terre il y a 1 milliard d'années. Parce que cette image va se déplacer comme des ondes vibrationnelles, parce qu'il faut savoir que la lumière, ce sont des ondes. Hein. Ça va se déplacer et vous allez voir les pharaons, par exemple. Vous allez voir ça. Et c'est un champ qu'on appelle le champ morphogénétique de la Terre. En Kikongo, on l'appelle le Ngi. Et ici, en Occident, on l'appelle l'éther. Et c'est la bibliothèque des bibliothèques, la bibliothèque akashique, où se trouvent toutes les informations des centaines de milliards d'années de l'existence, de l'univers, etc., etc. Mes chers amis, ce que je veux vous dire encore est très intéressant. Et toutes ces informations se trouvent dans nous. Comme nous sommes des représentations fractales de l'univers, quel âge avons-nous? Si nous savons que, selon la théorie actuelle après le Big Bang, bon, le Big Bang, moi je suis un peu sceptique là-dessus, mais moi je pense que le Big Bang est tout simplement une réalité, comment je peux expliquer ça? Bon, la tradition nous enseigne que on peut considérer ça comme la sortie de la conscience dans une porte dimensionnelle, une sorte de vortex interstellaire où toutes les matières sont sorties. Mais le Big Bang sort d'où? Mais c'est ça qui fait mal à la tête aux Occidentaux. Mais la tradition nous explique encore plus profond l'origine même. Bon, bref. Du coup, je disais que comme nous sommes faits des atomes et que l'énergie ne meurt jamais, ne disparaît jamais, jamais, elle se transforme, l'énergie se transforme, mais elle ne disparaît jamais. Mais dans le monde de l'infiniment petit, nous avons de la matière qui existe depuis des milliards d'années. Alors quel âge nous avons, nous les humains? Nous avons probablement l'âge de l'univers. Ah oui, eh oui, nous avons probablement l'âge de l'univers.
Parce que quand on regarde dans nos corps, nous retrouvons de la même matière que l'étoile le plus lointain. Bon, du coup, chers amis, la matière que nous percevons n'est qu'une masse des atomes en mouvement. L'illusion de la solidité de la matière, comme je vous ai dit, et du fait qu'elle contient des milliards et des milliards des électrons qui gravitent autour d'un noyau. Ces électrons gravitent tellement rapide autour de leur noyau central que cela nous donne l'impression de voir la solidité. Le principe du mouvement, mes amis, devient dans cette perspective très cohérent. Nos pensées, par exemple, tout ce que nous connaissons bouge, il faut savoir. Tout ce que nous connaissons bouge. Tout bouge. Tout ce que nous connaissons bouge et est en mouvement. Et est en mouvement. Nos pensées, par exemple, sont des ondes électromagnétiques en mouvement fréquentiel. J'y arrive maintenant. Nos émotions sont des manifestations électriques de nos cœurs en mouvement. Les émotions n'est nées que quand nous avons pensé. Le corps émotionnel, comme on appelle, et le corps mental de la pensée travaillent ensemble. Donc, quand nous pensons à quelque chose qui peut-être n'existe pas, risque de créer une émotion. Et ce qui est dangereux dans ces principes est que cette émotion va créer un événement, va créer quelque chose. Et cette émotion va se télécharger dans le champ morphogénétique de la Terre. Et ces champs morphogénétiques qu'on appelle, bon, on va dire, va se télécharger dans l'univers, en gros. Et l'univers va nous envoyer, selon la force de nos émotions, exactement ce que nous avons pensé. Nos actes également sont des manifestations de nos pensées projetées en mouvement. Ok? Je répète. Nos pensées, par exemple, sont des ondes électromagnétiques en mouvement fréquentiel. Nos émotions sont des manifestations électriques de nos cœurs en mouvement. Et tout ce que nous créons, nous les humains, nous les créons par le pouvoir de la pensée combinée avec les émotions. Détester quelqu'un, c'est très grave. Parce que vous créez une force qui va attirer les mêmes forces. Parce que ces forces existent dans les champs qui ont été créés par quelqu'un. Et vous, quand vous vous branchez sur cette fréquence, eh bien vous attirez la haine, la colère sur vous. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Les humains créent des situations par leur pensée et les émotions de leur cœur. Et aujourd'hui, les êtres qui nous contrôlent nous manipulent par là. Ils nous manipulent par la pensée. Et comment? Par la télévision. Ils vont créer des situations à la télé. Ils vont créer des événements. Et ces événements vont créer une forme de pensée collective humaine. Et ces formes de pensée collective humaine vont créer une émotion collective. Et cette émotion va se télécharger et va aller se connecter. Et cette forme de pensée va se connecter avec les formes de pensée existantes de la colère. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons recevoir envers nous que la foudre. Faites attention à vos pensées. Et ce principe de vibration est très intéressant parce qu'elle nous enseigne que nos actes aussi, tout ce que nous faisons comme actes, sont des manifestations de nos pensées projetées en mouvement. Quand je pense à quelque chose, sois sûr et certain que d'ici quelques minutes, quelque chose va se passer parce que j'ai pensé. Toute chose émane d'une pensée. Et les pensées créent des formes de pensées. Les pensées des colères, ce sont des égrégores de la colère qui a été créée. Et cet égrégore va venir se brancher sur vous. Parce qu'un être humain fonctionne comme un ordinateur, comme un Wi-Fi. Voilà. Et c'est ça le plus important. Et tout ça, la tradition nous enseigne. Il existe cependant des milliards et des milliards de degrés de vibrations différents. Toute chose bouge ou vibre
sur de différentes fréquences. Et ce sont ces fréquences vibrationnelles qui nous permettent, grâce au niveau de vibration de notre conscience, de percevoir les objets solides et la réalité, ou la réalité et la réalité où nous vivons. Merci beaucoup, chers amis, de continuer à m'écouter sur cette émission que je pense qui pourra vous intéresser. Nous avons vu ensemble, je vais récapituler pour essayer de vous expliquer, parce que je vais essayer de faire cette émission en plusieurs parties, parce que je ne peux pas tout terminer, il y a beaucoup à dire. Nous avons vu ensemble que le monde tout souffre aujourd'hui parce qu'il a oublié de mettre en place dans sa vie, par exemple, le principe fondamental de l'univers, la loi universelle de la vibration, de faire attention aux vibrations, surtout de la pensée et de ses émotions qui créent. Parce que l'être humain crée. Et les êtres qui nous contrôlent, ils créent. Les êtres qui nous contrôlent, mes amis, je vais vous faire donner un secret. Ces êtres, ils ne savent pas créer, au fait. C'est nous qui créons tout ce que nous voyons là. Et ils copient. C'est-à-dire qu'ils vont créer des situations pour que nous puissions vraiment manifester quelque chose. Voyez? Ils n'ont pas la capacité des créateurs comme nous, parce que nous avons, nous avons été créés à l'image des dieux, hein? Vous vous rappelez? Nous avons été à l'image des dieux. Comme nous sommes créés à l'image des dieux, ça veut dire quoi? Que nous sommes nous-mêmes des créateurs, miniatures. Mais ces êtres-là n'ont pas cette capacité de créer. Ils comptent sur nos émotions, ils comptent sur nos pensées et ils nous manipulent avec ça. Et ce principe de vibration est très intéressant si nous le prenons en considération et nous faisons attention à nos pensées. D'accord? Donc nous avons vu ensemble que le monde tout souffre parce qu'il a oublié de mettre en pratique, de mettre en place dans sa vie quotidienne les connaissances que maîtrisaient ses ancêtres depuis la nuit des temps. Le monde tout a oublié qu'il n'est qu'esprit et que son monde n'est que la projection de son propre mental, parce que nous créons tout ce que vous voyez ici dans ces bureaux, c'est parce que moi-même j'ai créé ça avec ma pensée et je les ai mis en place. Nous créons notre réalité nous-mêmes. Vous voulez vivre une vie remplie de haine, de colère, vibrez dans la fréquence de la haine. Vous voulez vivre une vie remplie d'amour, de paix, vibrez dans la fréquence d'amour et de paix, parce que la fréquence de l'amour et de la paix existe. Et quand vous vous branchez sur cette bande de fréquence, vous recevez des retours qui est la paix, l'amour, etc. C'est aussi simple que ça. Le Muntu a oublié qu'il n'est qu'une sorte de... qu'il n'est qu'esprit. Et que son monde n'est que la projection holographique de ses propres mental, de son propre mental. Le Muntu a oublié qu'il n'est qu'une représentation fractale d'une Za, ça veut dire de l'univers, ou de cette masse d'informations en vibration énergétique. Nous sommes, mes chers amis, des êtres divins et nous habitons dans la divinité et nous sommes nous-mêmes des divins. On n'a pas à nous inquiéter. Vibrer la fréquence d'amour, vous avez maintenant compris qu'est-ce que c'est la vibration, que c'est la matière. Et si vous faites ça, tout ira très bien. Si nous voulons nous débarrasser des êtres qui nous contrôlent actuellement, il suffit tout simplement de vibrer à cette fréquence. Il ne faut pas aller demander à quelqu'un d'autre de commencer. N'oubliez pas que nous sommes des manifestations holographiques. Ce qui veut dire que les informations se trouvent projetées holographiquement partout au même moment. Si nous voulons la paix, nous devons d'abord vivre la paix, incarner l'amour inconditionnel et la paix, j'insiste. Et tout ce que nous voyons à la télé, ils vont tous disparaître eux-mêmes parce que la vibration de la paix et de l'amour est incompatible avec la vibration de la haine et de la colère.
Là où règne l'amour et la paix, c'est toujours l'amour et la paix qui continuent à régner. Et quand quelqu'un vient dans un endroit où règne l'amour et la paix, il se sent mal et il part. Vous comprenez? Et attention aux manipulations, bien sûr. Parce qu'on risque de vous manipuler, etc. C'est ce qui se passe maintenant. On manipule le musulman et les blancs en disant que les musulmans tuent le terrorisme. Ce ne sont que des créations artificielles des événements pour pour que les humains créent une pensée collective en disant que c'est les musulmans qui nous tuent, c'est les arabes qui nous tuent. Et quand ça va créer cette pensée, ça va créer une émotion, et quand nous allons nous connecter sur cet égrégore de la colère et de la haine, eh bien, c'est ce qui se passe maintenant. Ils commencent à se taper dessus. Aujourd'hui, j'ai vu même à Bruxelles, les gens se taper dessus. Parce qu'on les a dit que ce sont les musulmans qui le tuent. Or que c'est faux du tout. C'est faux. Ce sont des êtres manipulés à distance qui créent ce genre d'événements. Un être équilibré, normal, ne peut pas faire ça. Ce sont des terroristes, des assassins qui tuent les autres artificiellement pour que nous puissions justement entrer dans une guerre civile qui va nous pousser à aller nous battre contre nos frères arabes, que nous vivons depuis la nuit des temps en paix avec. Et donc vous allez comprendre au fur et à mesure que tout ce qui se passe, c'est parce que nous l'avons nous-mêmes voulu. Parce que nous l'avons nous-mêmes créé. Eh oui, on va voir le principe du karma, on va voir beaucoup de choses dans dans cette conférence, toutes les conférences que je vais faire. Donc dans la première partie, nous avons parlé du principe du mentalisme, de la correspondance et de la vibration. Ce principe est en quelque sorte interconnecté dans la mesure où tout n'est que manifestation de l'esprit suprême et primordial que nous appelons la source unique et divine. Nous allons maintenant faire une pause et puis parler du principe de la polarité. C'est qui est aussi très intéressant parce que les principes de la polarité, vous allez aimer. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, mes amis, de m'avoir écouté. C'est toujours votre Mpangi, votre frère Bonza Amani, qui vous a présenté les 7 lois fondamentales du Nza de l'univers. Merci et à bientôt.